même, cause première de toute chose, créateur de l'univers et créateur de tous les êtres, toutes les créatures qui y habitent, y compris nous-mêmes, pour le remercier de cette infinie miséricorde vis-à-vis de nous, de nous avoir donné des guides spirituels, des anges gardiens pour nous protéger, aussi des précurseurs pour venir nous enseigner ces lois de la nature, notamment celles qui gouvernent le monde spirituel et les relations entre le monde spirituel et le monde physique, que nous puissions bien comprendre ces leçons aujourd'hui, cette occasion d'être ensemble, que ces leçons puissent nous aider à nous mettre en meilleure syntonie avec tous ces bons esprits, tous ces anges gardiens, que nous puissions, grâce à cela, bénéficier de leurs conseils pour notre amélioration, pour l'évolution de notre âme, pour avancer petit à petit vers le bonheur, et que nous puissions aussi profiter au passage de toutes ces lectures pour aider aussi les esprits qui pourraient être avec nous, que ce soit des esprits qui sont là comme nous pour apprendre, ou que ce soit des esprits qui ont de moins bonnes intentions, mais sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Voilà. Alors, vous devez voir mon écran. Donc, c'est le programme. Nous sommes le 16 février, non, 16 mars. Nous avons vu depuis le début la petite introduction à l'étude du spiritisme, essentiellement que c'est rien de nouveau, mais que c'est des phénomènes naturels qui ont existé depuis que la nature existe. Nous avons vu aussi qui était Alan Kardec et comment il a fait, et qu'est-ce qu'il a fait. Nous avons vu après Dieu, la preuve de l'existence de Dieu et les attributs de Dieu. C'est un des piliers fondamentaux de la philosophie spirit. Et nous avons commencé le module 3 qui est, nous avons une âme, preuve de l'existence et de la survie de l'esprit. Nous avons une âme qui est indépendante du corps physique, c'est-à-dire que notre âme survit après la mort. La mort, c'est juste l'âme qui se sépare du corps physique. Le corps physique retourne à la terre, et l'âme retourne dans le monde spirituel. Là, on va voir une deuxième partie, c'est origine et nature de l'esprit, c'est-à-dire en fait d'où vient notre âme, quand est-ce que notre âme a été créée. Et avant de voir le troisième module qui sera la semaine prochaine, on verra un peu ce que je disais dans la prière, quel est le but, pourquoi nous sommes ici sur Terre, quel est le but de l'âme, c'est de progresser, d'évoluer, de devenir toujours meilleur. C'est un potentiel d'évolution qui est infini, en direction de la perfection, donc se rapprocher de Dieu. D'accord ? Alors... Tabada. Origine et nature de l'esprit, nous y voilà. Non, voilà, maintenant on y est. Donc on va voir ce que les esprits nous disent sur l'origine et la nature de l'esprit. Alors, on va expliquer l'évolution du principe intelligent. Donc on va essayer de voir aussi qu'est-ce que c'est que ce principe intelligent, la différence entre le principe intelligent et l'esprit. Et on va voir aussi le père-esprit, c'est-à-dire... on a un corps physique, on a une âme, mais on a aussi un corps spirituel qui est l'intermédiaire entre l'esprit, donc qui est immatériel, et le corps physique qui est matériel. Le père-esprit ou le corps fluidique étant semi-matériel. On va expliquer aussi ce que c'est que cette semi-matière. Alors déjà, il faut se mettre d'accord là sur le vocabulaire. Alors vous voyez que esprit, c'est parfois écrit avec un E majuscule. Et alors que d'autres fois, esprit, c'est écrit avec un E minuscule. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Le problème, c'est que il y a souvent les mêmes mots qui ont plusieurs significations. Et donc, Kardec a adopté cette règle de mettre l'esprit en E majuscule et l'esprit dans E minuscule quand on utilise le mot esprit dans un sens un peu différent. D'accord ?
Donc, quand vous voyez E, l'esprit avec un E majuscule, c'est un peu comme si c'est quand on désigne une individualité, c'est-à-dire on met un E majuscule comme on met une majuscule au prénom, par exemple Pierre, Paul ou Jacques. Hein. Donc ça, c'est dans ce cas-là qu'on met un E majuscule. Quand on dit, par exemple, l'esprit d'Alan Kardec, ben, ce sera avec un E majuscule, d'accord, qui est venu se communiquer. Et les bons esprits, hein, on mettra aussi un E majuscule, hein, puisque ce sont plusieurs individualités de bons esprits qui sont là. Par contre, il existe aussi esprit avec un E minuscule. Et là, on ne désigne pas spécifiquement une individualité, mais on désigne le principe intelligent. C'est justement ce qu'on voit ici. Hein. Et par exemple, quand on dit que en nous-mêmes, hein, il y a le corps, le Père-Esprit et l'Esprit, l'Esprit, là, c'est utilisé dans le sens du principe intelligent, donc c'est avec un E minuscule. Voilà. Est-ce que c'est clair? Parce que ça, c'est pas toujours évident, pas toujours facile à comprendre. Hein. En fait, quand vous pouvez dire l'esprit, il y a un esprit à côté de moi, ben, là vous désignez une individualité, quoi. Hein, c'est comme si c'était Pierre, Paul ou Jacques, donc c'est avec un E majuscule. Hein. Par contre, d'où vient... Alors, c'est là où on peut d'ailleurs se poser la question si c'est pas un peu faux. Et je vais d'ailleurs le revérifier encore une fois. Hein, origine et nature de l'esprit. Si ici, il ne faudrait pas plutôt mettre un E minuscule dans cette phrase-là. Hein, je suis désolé d'avance si jamais il y a un petit bug ici. Ce n'est pas toujours simple à faire la différence, mais bon, c'est bon à savoir parce qu'il y a des cas où c'est assez évident et donc là, on voit bien le pourquoi de la chose. Et par ailleurs, Kardec fait aussi la différence entre le mot esprit et le mot âme. Ben, c'est en fait l'âme, c'est un esprit incarné. D'accord? On utilise plutôt le mot esprit quand on parle d'un désincarné. L'esprit de ma mère est venu se communiquer. Par contre, nous, comme on est incarné, on dit plutôt, on dit pas nous avons un esprit, on dit plutôt nous avons une âme. Hein. Et le mot âme, il est utilisé dans ce sens dans le langage courant quand on dit que, par exemple, en France, il y a 60 millions d'âmes, hein, ou d'habitants. Donc, c'est bien des esprits incarnés. Quand on se désincarne, il y a l'expression Dieu est son âme, hein, c'est-à-dire c'est l'âme qui arrive à la fin de son incarnation et donc qui retourne, qui ensuite va redevenir esprit. D'accord? Bon, c'est une nuance. Hein. Après, si vous utilisez âme au lieu de esprit ou esprit au lieu de âme, c'est pas non plus la catastrophe. Voilà. Et on va définir aussi le Père-Esprit. Voilà. Charles, pardon. Oui. Du coup, est-ce que si on dit que notre esprit minuscule correspond à notre âme, c'est juste? Notre esprit correspond à notre âme. C'est imprécis, je dirais. On pourrait dire notre âme est composée d'un corps physique, d'un Père-Esprit et d'un esprit avec un E minuscule. Oui, d'accord. Parce que c'est vrai Vous que voyez dans ce le que je veux dire? langage, oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que dans le langage courant, on a tendance à les fusionner un petit peu l'âme et l'esprit. Enfin, c'est ce qu'explique Alan Kardec dans son intro d'ailleurs. Oui, c'est ça, oui. Oui, oui, L'introduction du d'accord. livre des esprits, ouais. Il dit comment il entend le mot âme. Parce Oui, que je suis dessus, mais j'ai du mal un peu à. Comme dans le langage courant, on l'emploie jamais comme il faut. C'est difficile de sortir de l'acceptation, enfin de la définition un peu commune, quoi. des habitudes qu'on a, hein, c'est vrai. Mais Mm, bon, mm. Kardec, pour être précis dans son livre, il dit, dans mes livres, si j'utilise le mot âme, voilà ce que j'entends, voilà ce que je comprends. Donc c'est pour être clair, quoi. Après, bon, c'est sûr que quand on se parle comme ça, il faut qu'on essaye d'utiliser le plus possible un langage clair. Mm. Et donc pour ça, éviter les mots qui sont ambigus ou qui peuvent être compris différemment selon la personne à qui on s'adresse. D'accord. Un Donc l'âme, exemple, c'est le mot religion. oui, oui. Hein. Pour certains, les religions, c'est des superstitions, c'est les bondieuseries, c'est les horreurs qui Mm. ont été commises dans le passé et même plus récemment.
Alors que pour d'autres, religion, c'est la recherche de l'absolu, la communion avec Dieu. Donc on voit que une personne va le comprendre de manière tout à fait différente de l'autre. Donc c'est un mot qui n'est pas clair, religion. Ou plutôt, qui veut dire tout et son contraire. Et quand vous allez sur Wikipédia, par exemple, sur le mot religion, ils disent clairement, il n'y a aujourd'hui pas de consensus sur tout ce que veut dire ce mot. Donc c'est un mot qui n'est pas clair. Et c'est pour ça que on l'utilise pas. Les Brésiliens ils disent beaucoup le spiritisme est une science, une philosophie, une religion. Alors que Kardec, il n'a jamais dit que le spiritisme était une religion, justement à cause de ça. Parce que autant là-bas, le mot religion est bien compris, il y a pas eu, il y a eu des abus aussi, mais bon, ils sont pas au même degré que chez nous, et les religieux sont beaucoup plus ouverts, ils vont pas tout de suite crier au scandale et au diable dès qu'on parle de spiritisme, ce genre de choses. Voilà, donc c'est le fait d'être spirit et catholique, c'est quelque chose qui est très courant là-bas, et ça pose pas plus de problèmes que ça. Sauf que ici, non. Ici, moi j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont dit, écoutez, moi je suis sorti d'une religion, c'est pas pour entrer dans une autre. Donc si on présente le spiritisme comme une religion dans le sens commun du terme, premièrement c'est faux, et deuxièmement ça fait fuir les personnes. Donc c'est pas comme ça qu'il faut le présenter. Et puis d'ailleurs, le spiritisme n'est pas une religion puisqu'il n'a pas les caractères, les dogmes, la hiérarchie sacerdotale, l'exclusivisme qu'on peut trouver, ou les rituels qu'on peut trouver dans les religions dans le sens commun du terme. Voilà. Alors, là, vous avez donc Livre des Esprits, question 79. Alors, l'esprit avec un petit e, vous pouvez, un synonyme, c'est principe intelligent. D'accord? Donc là, on comprend mieux, quoi. Alors, je peux utiliser, par exemple, le principe intelligent de ma mère, donc c'est son esprit avec un petit e. Mais quand je dis l'esprit de ma mère s'est communiqué avec moi, c'est l'esprit avec un grand E. Donc ce sera son principe intelligent et son Père Esprit qui seront venus, puisqu'elle est désincarnée depuis quelques années maintenant. C'est elle qui est venue, donc c'est son esprit avec un grand E. Et quand on dit on a un corps, un Père Esprit et un esprit, l'esprit c'est avec un petit E, donc on a un principe intelligent qui est en nous. D'accord ? Alors, les esprits sont l'individualisation du principe intelligent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'esprit, avec un petit e, c'est une création divine. Et donc, à partir du moment où ce principe intelligent s'individualise, c'est-à-dire se transforme acquiert des caractéristiques d'un individu qui le différencie des autres individus. C'est ce qui fait la différence entre Joël, moi, Franck, ou Christiane, ou Delphine. Donc là, avec cette individualisation, vous voyez, Franck, Joël, Delphine, c'est tout écrit avec un majuscule. Là, on parle d'esprit. Donc les esprits avec un grand E sont l'individualisation du principe intelligent. D'accord ? Comme les corps sont l'individualisation du principe matériel. Voilà, vous voyez mon corps physique, c'est un peu un abus de langage, vous voyez le reflet des photons sur ce qui est mon corps physique, qui viennent atteindre la caméra, qui sont transmis et retransformés en images sur votre ordinateur. En fait, c'est ça que vous voyez. Eh bien, mon corps, il est fait de carbone, d'oxygène, d'azote, d'hydrogène, d'atomes, de molécules, de composés organiques, etc. Donc, c'est les mêmes atomes de carbone qui est en moi, c'est le même que celui que vous trouverez dans du charbon ou dans le bois ou ailleurs. Et donc, le corps, mon corps, c'est tous ces éléments qui sont assemblés pour former l'image de chacun de nous. D'accord? Donc, c'est bien l'individualisation du principe matériel ou des éléments matériels. D'accord? Alors, où et quand l'esprit est créé, c'est là où les esprits nous répondent, c'est l'époque et le mode de cette formation qui sont inconnus. Comment et quand le principe intelligent a été formé?
On ne sait pas. Hein, les esprits ne savent pas. Personnellement, bon, j'ai certainement un vieil esprit qui avance péniblement sur le chemin de l'évolution. Hein. Voilà, alors qu'il y en a d'autres qui sont des jeunes esprits qui avancent parfois un peu plus vite, un peu moins vite. Quand on parle d'individualisation, c'est vraiment chacun selon sa liberté, chacun selon sa volonté, chacun selon son travail, chacun selon son rythme. Hein. Ce qu'on sait aussi, c'est que Dieu a formé les esprits, c'est-à-dire chacun de nous, avec les caractéristiques d'être simple et ignorant, c'est-à-dire sans science. Hein. L'esprit humain a été donc créé par Dieu, c'est ce qu'on nous dit. Hein, notre esprit humain a été créé par Dieu, tout comme les esprits animaux ont été aussi créés par Dieu. Hein. Simple et ignorant, bon qu'est-ce que c'est qu'un esprit simple et ignorant? Qu'est-ce que c'est qu'un esprit simple et ignorant lors d'une première réincarnation? Il suffit de regarder un peu l'archéologie, la préhistoire, hein, et ça nous donne une idée. Hein. Quand vous regardez les us et coutumes de l'homme préhistorique, là vous avez des exemples de ce qu'on était nous, hein, quand il y a quelques dizaines de milliers d'années. Hein, peu après notre création. D'accord? Et donc, au fur et à mesure, on voit donc après, comment dire, il y a 10 000 ans, les pyramides, les Védas, puis petit à petit, cet esprit humain qui évolue, qui sort des cavernes et qui, au long du temps, devient ce qu'on est aujourd'hui. Hein. Et là, on peut voir l'évolution de ces esprits qui sont partis d'un état très simple, sans intelligence. Hein. L'archéologie nous explique bien, enfin pas l'archéologie, l'anthropologie, c'est ça, comment les premiers hommes ont commencé à parler, comment ils ont commencé à s'unir, à avoir des pratiques religieuses, etc. Et ça a mis, comme on le dit, des dizaines de milliers d'années. Hein. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque de Kardec, bon, il s'en doutait un peu, mais on en était au tout début de l'archéologie. Hein. Le livre de Darwin, si je me rappelle bien, il a été écrit en 1857 ou 59 par là. C'est un contemporain du livre des esprits qui disait que l'évolution des espèces, et d'ailleurs Darwin ne parlait pas de l'humain, il parlait des espèces animales. Hein. Et donc, on n'avait pas toutes ces informations sur la préhistoire, comme on peut l'avoir aujourd'hui avec tout ce qu'on a découvert, les outils, les machettes, donc qu'on a pu établir dans les fouilles archéologiques. Et un livre que je vous conseille, c'est, je ne me rappelle plus son titre, c'est de Yuval Harari. Donc, c'est un anthropologue israélien donc, qui a fait des études et qui a montré que il y a 70 000 ans, il y a eu ce qu'on appelle une révolution cognitive, puisque depuis de 200 000 ans en arrière jusqu'à cette époque-là, c'était Néandertal qui dominait, parce qu'il était plus fort que Cro-Magnon. Cro-Magnon existait, mais il était un peu dans son coin. Et il y a 70 000 ans, il s'est produit ce qu'il appelle une révolution cognitive et qu'il est absolument incapable d'expliquer scientifiquement parlant. C'est qu'en 1000 ans, la tendance s'est complètement inversée et Cro-Magnon s'est mis à dominer au point de faire disparaître Néandertal. Et là, donc, il a des difficultés, la science n'arrive pas à l'expliquer, ils émettent bien quelques hypothèses, mais voilà. Et en fait, ce qu'il remarque, c'est qu'en 1000 ans, ce qui est rien du tout sur 70 000, puisque c'était 70 000 ans en arrière, et ça venait d'il y a 200 000 ans, Cro-Magnon, il y a eu des armes, des outils, le fait de se réunir avec des pratiques religieuses, des choses comme ça. Et donc, même s'il était moins fort, le fait de s'unir et de s'organiser a fait qu'il s'est mis à dominer au point de faire disparaître Néandertal. Et donc, c'est Cro-Magnon. C'est de Cro-Magnon essentiellement qu'on descend, même si dans nos gènes, il y a quand même du Néandertal, puisqu'il y a eu des croisements. Et donc, nous, les spirites, on a une explication pour ça. Kardec parle de la race adamique, donc des esprits qui sont venus, quand on regarde la littérature d'Emmanuel, de Chico Xavier, qui le confirme.
des esprits qui sont venus d'une autre planète, qui était plus avancée que la Terre, et qui auraient été dans la constellation de Capella, donc c'est à quelques années-lumière d'ici, hein, c'est pas très loin, comparé à la taille de l'univers, et donc qui seraient venus se réincarner il y a 10 000 ans à peu près, hein, et qui a fait que l'homme est sorti des cavernes, qu'ils ont construit des pyramides, qu'ils ont écrit les Védas, qu'il y a eu des philosophes grecs, etc. Hein. Eh ben, il y a 70 000 ans, il s'est probablement passé quelque chose de similaire avec des esprits qui étaient un peu plus évolués que ceux qui étaient déjà sur la Terre, qui, pour une raison ou pour une autre, ont choisi les corps de Cro-Magnon pour se réincarner et ont créé cette révolution cognitive. Franck? Oui, au sujet, c'est une question qui est vraiment passionnante sur le plan archéologique et Ouais. anthropologique concernant les lignées, parce que pendant des années, on pensait vraiment qu'il n'y avait pas de continuité, entre guillemets, entre l'Homo sapiens sapiens, Cro-Magnon et Néandertal. Et en fait, ils ont retrouvé maintenant, il y a une idée qui fait son chemin, c'est qu'il y a eu une progressive assimilation par croisement, effectivement. Donc, il y a un Cro-Magnon qui a dû tomber sur une belle néandertalienne, et puis à tel point que, au final, ils ont retrouvé des tombes avec des hommes de Cro-Magnon et femmes de Cro-Magnon aussi, et puis des néandertaliens et des néandertaliennes ensemble. C'est ça. Et ça a été Mhm. vraiment extraordinaire, quoi. Mhm. C'est pour ça que dans nos gènes, hein, parce que ça, ils arrivent aussi, la génétique aujourd'hui arrive aussi à expliquer ça, mais il y a du Cro-Magnon, du Néandertal. Il y a du Néandertal dans nos gènes. Et donc là, en fait, pourquoi? Parce que, vous voyez, donc l'époque et le mode de cette formation nous sont inconnus. On sait que Dieu crée des esprits en permanence. Il est en train d'en créer en ce moment, des esprits simples et ignorants, hein, donc qui sont de cet homme de Néandertal d'il y a 200 000 ans en arrière. On peut même remonter plus haut, hein, parce que les premiers humanoïdes, c'était, hein, quand on remonte les différentes branches, c'était, là on parle déjà plus en centaines de milliers d'années, mais en millions d'années. Hein. Et donc c'est là où on voit comment cet esprit, petit à petit, a avancé, hein, en Néandertal, pour ensuite devenir Cro-Magnon, pour ensuite devenir l'homme de l'histoire ancienne, pour ensuite devenir l'homme du Moyen Âge et pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Hein. On voit, là ça nous donne, on a une meilleure vision sur à quoi on ressemblait quand on a été créé, hein, qu'est-ce que c'est que ce fameux simple et ignorant, et le chemin qui a été parcouru jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Parce qu'il y a une question qui n'est pas résolue dans le spiritisme, hein, c'est quand on dit oui, mais les esprits des animaux. D'accord, les esprits des animaux, les animaux évoluent, hein, les esprits des animaux évoluent comme les esprits humains, mais il y a quand même une différence, hein, puisque euh, même si chez les animaux, on commence à voir les premiers signes, notamment les animaux domestiques, hein, ou les animaux intelligents, genre les dauphins et autres, on voit justement les premiers signes de l'intelligence qui apparaissent et qui estompent un peu les instincts. Ils en sont pas encore au stade humain, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ah ben mon chat, il est vraiment tellement gentil, tellement intelligent que dans la prochaine incarnation, il va se réincarner en humain. Voilà. Bon, ça c'est une image un peu simpliste de la chose et c'est probablement pas comme ça. Tu peux pas dire de façon catégorique que c'est pas comme ça, puisque la question n'est pas résolue, mais c'est probablement plus compliqué que ça. Hein, parce que l'esprit du chat, à un moment donné, arrivera aussi à ce stade d'être simple et ignorant avec ce potentiel d'évolution comme l'esprit humain. D'accord? Alors, où, quand et comment, ben ça, ils le disent ici, ils sont inconnus. Hein, les esprits eux-mêmes ne le savent pas. Donc, nous, on le sait encore moins. D'accord? Alors, le principe intelligent distinct du principe matériel. Donc ça, c'est en philosophie, vous avez des philosophies monistes ou des philosophies dualistes. La philosophie moniste, en gros, elle dit que l'âme et le corps, c'est la même chose, mais c'est deux différentes propriétés de la matière. D'accord? Et après, vous avez je simplifie un peu parce que c'est plus compliqué que ça. Vous avez les philosophies dualistes, c'est-à-dire que en essence, il y a deux choses différentes. Il y a le corps qui est matériel, hein, et il y a l'âme
qui est pas matériel, hein, qui est immatériel. Alors, immatériel, là encore, c'est pas le bon mot. Les esprits disent incorporel, puisque l'âme, l'esprit, le principe intelligent, c'est bien quelque chose, même si c'est pas matériel. Et donc, c'est ça qui nous donne un peu des difficultés pour le conceptualiser. Et donc, là, les esprits, ou Kardec, confirme clairement, hein, que le spiritisme suit plutôt les philosophies dualistes. Vous avez la matière d'un côté et vous avez l'âme ou le principe intelligent d'un autre côté, hein. Et nous, êtres humains, c'est quelque part une union des deux, temporaire pour le corps physique, mais permanente pour le corps spirituel, hein, puisque incarné, on a un corps, un père-esprit et un esprit, alors que désincarné, il n'y a plus que le père-esprit et l'esprit, il n'y a plus le corps, hein. Donc le père-esprit ne se sépare jamais de l'esprit. Voilà, et donc ce principe matériel s'individualise, le principe intelligent s'individualise, s'élabore en passant par les divers degrés de l'animalité. C'est là que l'âme s'essaye à la vie et développe ses premières facultés par l'exercice. Donc là, Kardec nous dit que ce principe intelligent qui nous compose, hein, qui compose notre esprit humain, il a été travaillé justement dans les autres phases, comme la phase animale, comme il le dit ici, hein, le degré de l'animalité, où, vous voyez, quand vous regardez le résultat, par exemple le corps physique, ce qu'on arrive à voir, l'homme est un mammifère parmi beaucoup d'autres mammifères, hein. Et donc, quand vous regardez, alors, on ne fonctionne pas exactement pareil, évidemment, mais bon, il y a un cœur, il y a des poumons, il y a un foie, un système digestif, il y a des os, il y a un cerveau, dans tous les mammifères. Donc, c'est là où on voit que, parce que, comment dire, qu'est-ce qui compose justement notre corps physique? C'est quoi le moule qui organise notre corps physique à partir de cette première cellule souche qui est l'ovule fécondé? Eh bien, c'est notre corps spirituel, et notre corps spirituel lui-même, il est composé par notre âme, par le principe intelligent. D'accord? Donc, on voit que toutes ces fonctions organiques qui font partie de nous-mêmes, elles se sont élaborées tout au long de la chaîne de ces phases animales, hein. Si vous voulez plus de détails sur cette question, il y a un livre qui est assez remarquable, c'est de Gabriel Delanne, s'appelle L'évolution animique. Donc, il explique bien, il va dans le détail, comment les perceptions, comment elles arrivent chez les animaux, en prenant les animaux, évidemment, les monocellulaires les plus simples, en passant par, etc., jusqu'au où il montre comment progressivement toutes ces fonctionnalités s'élaborent petit à petit pour se raffiner avec le temps, ça met beaucoup de temps, on parle déjà en millions d'années ou en centaines de millions d'années, pour arriver à la sophistication, entre guillemets, d'un corps physique humain. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que l'esprit du chien ou l'esprit du chat, dans sa vie suivante, va se réincarner en humain. C'est pas si simple que ça. Tout comme il y a des gens qui m'ont dit « Ah ben, mon chat, c'est la réincarnation de mon chien. » Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le même genre de question. Un chat, c'est un chat, un chien, c'est un chien, hein. Alors que le chien, il puisse être un bulldog ou un chihuahua, ou que l'humain peut être naître en Afrique ou dans différentes ethnies dans le monde, oui, mais de là à ce qu'un chat se transforme en chien ou un chien se transforme en chat, c'est certainement un peu plus compliqué que ça. D'accord? On n'arrive pas à transformer une carotte en pomme de terre ou vice-versa. Ce sont deux légumes, mais qui sont de nature différente, quoi. Et ça, ce sont des questions où on n'a pas encore de réponse absolue, hein, voilà. Et donc, les premières facultés se développent. Donc, vous voyez, là, on parlait de cette révolution cognitive de Harari, c'était il y a 70 000 ans. C'était hier, hein, comparé aux 5 milliards d'années de notre planète, hein, et de la race adamique qui était, en gros, il y a 10 000 ans.
hein. Donc, on voit le temps que ça met, rien que dans l'humanoïde, pour passer de l'homme préhistorique jusqu'à l'homme moderne. Alors, quand je dis l'homme, ne prenez pas, c'est l'humain, quoi, hein, c'est l'homme ou la femme, bien sûr, hein. Alors, de quoi est composé l'esprit, hein? Les esprits sont-ils immatériels, nous demande Allan Kardec, aux esprits à la question 82. C'est là où ils répondent, immatériel, c'est pas le mot. Incorporel serait plus exact, car tu dois bien comprendre que l'esprit étant une création doit être quelque chose. C'est une matière quintessentielle, mais sans analogue pour vous, et si éthérée qu'elle ne peut tomber sous vos sens. Ouais, là, il y a des adjectifs quintessentiels et éthérés. C'est parce que il nous manque les concepts pour pouvoir définir. Alors là, il parle d'esprit avec un grand E, donc c'est l'esprit avec son père-esprit, son corps spirituel. Et une autre expression que Kardec a utilisée pour cela, c'est semi-matériel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien une forme de matière, mais qui n'est pas de la matière physique telle qu'on la connaît. La matière physique, qu'est-ce que c'est? La matière physique, c'est les atomes. Donc vous avez le tableau de Mendeleïev, hein, ça vous dit quelque chose, avec hydrogène, hélium, lithium, beryllium, bore, etc., jusqu'à l'uranium, hein, avec une centaine d'éléments. Vous avez aussi le tableau des particules, donc électrons, protons, neutrons, neutrinos, j'en passe, hein, donc ça, le photon, hein, qui fait aussi partie de cette table de particules, même si le photon, sa masse est nulle. Là, on parle de la matière telle qu'on la connaît, hein. Après, quand on veut casser un proton, un neutron, on arrive à des quarks, des gluons. Voilà, on est allé assez loin dans l'analyse de la matière. Et donc, tout ça, y compris les photons, c'est-à-dire la lumière, hein, c'est de la matière. Et donc, le père-esprit, il est différent de tout ça. Ça, il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, c'est de l'énergie, c'est de l'antimatière aussi, c'est ce qu'on entend souvent, hein. L'antimatière, c'est de la matière, hein. Le positron qu'on utilise notamment dans les appareils d'imagerie médicale aujourd'hui, hein, le PET scan, c'est un positron, c'est-à-dire en gros c'est l'antiparticule de l'électron, donc il y a une charge positive au lieu d'avoir une charge négative. Et bien tout ça c'est toujours de la matière, hein. L'antimatière c'est de la matière. Et donc le père-esprit c'est quelque chose qui pour l'instant échappe à nos concepts, échappe toujours encore aux recherches des scientifiques, hein, parce que souvent malheureusement les scientifiques se limitent à la matière. Joël? Oui. Est-ce qu'on peut dire que le père-esprit est une forme vaporeuse qui peut se solidifier? Alors, ben voilà, donc éthéré, quintessentiel, vaporeuse, hein. Mais alors, l'éther, c'est une molécule, hein, c'est un liquide qui existe aussi sous la forme de gaz. C'est un composé chimique qui est matériel. Quand on dit éthéré, c'est l'éther qu'utilisaient les anciens enfin la science à l'époque, pour désigner ce qu'on appelle aujourd'hui dans le spiritisme le fluide cosmique universel, hein. On le verra un peu plus loin dans un autre cours. Le fluide cosmique universel, c'est celui qui, par ses différentes transformations, forme la matière et forme aussi cette semi-matière. D'accord? Quintessentiel, ça veut dire léger. Alors, la quintessence, c'est vraiment le plus pur du plus pur. Mais le plus pur du plus pur de la matière, c'est encore de la matière. Vous voyez? Donc, le mot, il n'est pas tout à fait correct non plus. Et là, Joël, tu as utilisé le mot vaporeux. La vapeur, c'est aussi de la matière, hein. Oui, parce que moi, j'ai une pensée qui m'est venue là. Oui. Le père-esprit, étant donné que c'est d'une vapeur, donc constitué de l'eau. Non, 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 justement, le père-esprit n'est pas constitué de vapeur. Le corps physique, oui, est constitué d'eau, hein, à 60 ou 70%. Mais la vapeur, hein, moi qui ai travaillé dans des centrales électriques, hein, dans des turbines à vapeur, bon, je peux te dire que la vapeur, c'est de la matière, hein. Il faut que la vapeur, il faut qu'elle pousse pour faire tourner la turbine, l'alternateur, et pour qu'on puisse allumer les lumières et faire fonctionner les ordinateurs.
Donc la vapeur, c'est aussi de la matière. Tu vois. Donc même vaporeux, c'est encore un mot qui ne convient pas à 100%. Tu vois. Et je pense que l'expression qu'a utilisée Kardec, cette semi-matière, elle est beaucoup plus correcte. Maintenant, de quoi elle est composée? Là, on ne sait pas encore. Hein. À l'époque de Léon Denis, William Crookes, il avait inventé le tube de Crookes, hein, qui est le tube cathodique des télévisions, où en faisant le vide, ben, les électrons ils sont libres et on peut les attirer avec un champ électrique. Donc, ils ont découvert en fait, comment dire, la physique des particules. Hein, c'était les premiers pas. Hein. Les Léon Denis, quand ils ont dit ça y est, on s'approche du Père-Esprit et tout, ben non, on est toujours encore dans la matière. Hein. Donc, ils étaient tous un peu trop optimistes et on en est toujours là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est les neutrinos en fait. Parce que les neutrinos, je ne sais pas si vous connaissez cette particule, c'est une particule qui a la particularité d'être très très difficilement détectable. Elle est extrêmement subtile. Cela dit, elle a une énergie qui est réelle, d'accord? Elle a une énergie qui est matérielle. Hein. Un neutrino, par exemple, qui est émis par exemple par le Soleil, hein, il peut traverser la Terre sans être bloqué, sans être arrêté. Donc, si on veut détecter des neutrinos hein, qui existent partout autour de nous, eh ben, il vous faut des lames de plomb qui font plusieurs mètres d'épaisseur. Hein, et là, vous en chopez 1 sur 100 ou même 1 sur 1000. Hein, voyez. Et donc, tout ça, ça peut se calculer par les calculs de la physique des particules. Hein. Donc, c'est une particule qui est très fugace. Et beaucoup disent, et d'ailleurs quand vous allez voir le neutrino sur... alors, il y en a beaucoup qui disent le neutrino, ben, c'est un peu l'intermédiaire entre la matière et la semi-matière. Et quand vous allez sur Wikipédia ou ailleurs, hein, vous essayez de voir où on en est aujourd'hui sur les neutrinos, et ben, il y a eu, comme on arrive tellement difficilement à l'observer et à le mesurer, hein, on a du mal, par exemple, à connaître sa vitesse. Et donc, il y a une incertitude au niveau de la détermination de sa vitesse qui peut laisser croire qu'il pourrait aller plus vite que la vitesse de la lumière. D'accord? Donc ça, physiquement, c'est impossible. Hein. Dès que vous avez une particule qui a une masse non nulle, elle ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Donc cette matière physique telle qu'on la connaît, elle a certaines limites. Donc une, c'est justement le 300 000 km/s qui est la vitesse de la lumière. Le photon, il a une masse nulle et dans le vide, il va à 300 000 km/s. D'accord? C'est impossible pour la matière d'aller plus vite que ça, sinon il faudrait une énergie infinie. Or, quand on écoute les esprits, ouais, donc ça c'est quelque chose de physique qui est bien connu. Quand on écoute les esprits, ils nous disent ah ben je vais sur Jupiter à la vitesse de la pensée. Ben, quand vous regardez, donc ça veut dire ils vont de la Terre à Jupiter instantanément. Mais quand vous regardez combien de temps à 300 000 km/s il faut à un photon ou à la lumière pour aller de la Terre à Jupiter, ben, il faut plusieurs minutes. Et pour aller à Pluton, il faut quelques heures, si je me rappelle bien. Et pour aller à Capella, la galaxie qui a 5 années-lumière, ben, il faut 5 années pour que la lumière y arrive. Or, les esprits, ils y vont instantanément. Avec leur père esprit, évidemment, on s'entend. Donc, ça veut dire que cette semi-matière, elle n'a pas du tout, elle n'est pas dans les mêmes limites qui définissent la matière. Hein. D'où une recherche qui a été faite, enfin une étude hein, qui a été faite par un physicien français qui s'appelle Régis Duteuil, je pense que je vous en ai déjà parlé. Hein. Il a écrit un livre, L'homme ou l'univers superlumineux. Et donc il a dit, je vais supposer qu'il existe des formes de matière, par exemple comme le Père Esprit, qui n'est pas limitée par la vitesse de la lumière. Hein. Donc, est-ce qu'on arrive facilement à les détecter? Non, c'est pratiquement, hein, avec nos moyens matériels, on n'arrive pas à détecter des choses qui ne sont pas matérielles, c'est ce qu'il dit. Hein. Elle ne peut tomber sous vos sens. Hein. Mais il a réfléchi et il en a déterminé pas mal de caractéristiques, notamment la notion de temps, qui est différente, etc. Et donc, il a écrit un deuxième livre avec sa fille qui s'appelle L'homme superlumineux,
dans lequel ils ont comparé les résultats de cette étude théorique qu'il avait faite sur cette matière superlumineuse avec les témoignages, par exemple, de mort imminente, avec les effets du tunnel qu'il arrive à expliquer, les notions de temps qui sont différentes dans le monde des esprits par rapport au monde incarné. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de choses qui ont avancé. Donc, je pense que ça, c'est une bonne piste. Hein. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à mettre la main, à détecter, à mesurer cette semi-matière? Voilà. Alors, je suis en train de lire un autre livre. Alors, il n'est pas là, il est sur ma table de chevet, de Florence Pousset. Voilà, de Florence Pousset. Et elle parle de l'évolution, en fait. Vous avez peut-être tous entendu parler des photos Kirlian. Hein, c'est les gens mettent la main sur une plaque, hein, et puis ensuite, il y a un champ électrique qui est créé. Ça fait que ça crée des petits arcs électriques, hein, des effets Corona, et donc ils prennent une photo de ça, et ils se rendent compte que en fait, il y a sur tout le contour, on voit l'émission de cet effet Corona, et quand ils ont poussé l'étude un peu plus loin, c'est une photo que tu as certainement vue à Tours, Joël. Il y en a un qui a pris une feuille, il l'a mis sur la plaque, il a tiré une photo. Donc, il a réussi à voir la trace de la feuille, hein, puisque tout ce qui vit crée cet effet Corona qui peut être photographié par le système Kirlian. Après, ils ont pris la feuille, ils ont arraché une partie de la feuille, ils l'ont remis sur une autre plaque, ils ont repris une photo, et on voit le contour de la feuille qui n'est pas arrachée, mais on voit aussi le contour de la partie qui a été arrachée. C'est ça, ouais. Hein? Vous l'avez récupéré le Je cadre ne sais pas où elle est cette photo par contre. Ça, il faudrait que je demande à Pipino si elle est chez lui. Mais bon, c'est une photo qu'on trouve facilement sur Internet. Hein. Et donc, ce genre d'expérience est intéressant parce que ça tend à montrer que derrière la matière de la feuille, il y avait quelque chose. Puisque en arrachant cette matière, on voit encore quelque chose sur le. Alors que ça n'existe plus, matériellement parlant. Voyez. C'est un peu comme quand on parle, les gens qui se font amputer d'une jambe, par exemple, et qui sentent encore les doigts de pied qui les démangent. Hein. C'est parce que le Père-Esprit qui était là et qui organisait la jambe, une fois que la jambe est amputée, le Père-Esprit se résorbe pas instantanément, il existe toujours pendant un certain temps. Voyez. Et donc là, on touche des choses qui nous font approcher justement cette matière quintessentielle, cette semi-matière. C'est-à-dire qu'on arrive à la voir indirectement par cet effet Corona. Et donc Florence Pousset, pardon, elle nous montre comment tout ça a évolué. Notamment aujourd'hui, vous avez des appareils qui sont d'ailleurs de plus en plus utilisés dans la médecine, notamment aux États-Unis, mais qui commencent aussi à l'être en France et qui, selon elle, vont bientôt être reconnus en France, où vous mettez vous mettez juste un doigt, enfin les doigts l'un après l'autre dans l'appareil, et ils ont établi des liaisons entre les différents doigts et le pourtour des différents doigts et les différents organes du corps. Et donc ils ont remarqué que à certains endroits, quand on voit que l'effet Corona il est plus faible ou moins intense ou déformé ou au contraire qu'il y a une excroissance, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'organe qui correspond à cet endroit du droit. Et donc là, il y a eu du doigt, pardon. Et là, il y a des études qui ont été faites qui montrent qu'effectivement, cette corrélation est juste et qu'en fait, ils voient juste, je crois, de 70 ou 80% des cas, quand elles disent, tiens, il y a probablement quelque chose qui se prépare ou qui mijote dans le foie ou les reins ou le cœur ou ailleurs, effectivement, ils ont constaté par après qu'il y avait effectivement une maladie qui était en train d'apparaître à cet endroit-là. Donc, c'est un peu comme la médecine chinoise, hein, ces différents procédés permettraient, alors je l'utilise encore au conditionnel, de détecter les maladies avant qu'elles se manifestent, avant qu'elles ne donnent des symptômes. Voilà. Alors, je le dis, c'est ce que je suis en train de lire. Alors, elle donne des explications en disant que c'est de l'énergie, que c'est des électrons qui tournent moins vite. Alors là, par contre, on voit très bien qu'elle rassemble un certain nombre de choses qu'elle a glanées ici ou là, mais les explications sont absolument pas claires, quoi. Par contre, on ne peut pas nier qu'il y a des gens qui ont passé des années à étudier ça et à dire, ben voilà,
et qui ont réussi à anticiper des maladies qui allaient qui sont effectivement qui ont pu être vérifiées par les appareils d'imagerie classique par après. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, hein, puisque ça a été vu et étudié, et il y a eu plusieurs papiers qui ont été publiés là-dessus, qui existent. Donc, vous voyez, petit à petit, on y arrive à ce corps spirituel. Et encore, hein, est-ce que l'effet Corona, ou est-ce que l'aura qu'on voit des saints, hein, l'auréole de Jésus, hein, certaines personnes ont la faculté de voir hein, le rayonnement, en fait, c'est le rayonnement du Père-Esprit. Est-ce que c'est vraiment le Père-Esprit lui-même qu'on voit? Est-ce que la photo Kirlian, non, c'est pas le Père-Esprit qu'on voit. On voit un effet du Père-Esprit qui est l'effet Corona induit par un champ électromagnétique qui est créé en dessous de la plaque photographique. Voyez, donc on le voit indirectement. Tout comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous ne me voyez pas moi, vous voyez les reflets des photons sur mon corps physique. C'est ça que vous ne voyez pas mon corps physique. Entre la réalité et ce que nous on perçoit de la réalité, là aussi c'est tout un débat philosophique, il y a de grosses différences. Hein. Mais ça ne fait rien. La médecine fonctionne, et donc si on arrive grâce à ces appareils d'imagerie, alors ça s'appelle GDV, Gas Discharge Visualization, hein, donc l'effet se fait par, il y a des gaz ionisés aussi quelque part, et qui justement amplifie cet effet Corona, hein, et donc qui permet de le capter par des capteurs qui sont aujourd'hui des capteurs CCD, hein, électroniques comme ceux qu'on a dans les appareils photo digitaux, hein. Et surtout les études qui ont été faites et les parallèles, voilà, on s'approche tout doucement du Père-Esprit, mais on n'y est pas encore. D'accord ? Ça, c'est pour vous montrer que c'est un peu plus compliqué qu'on le pense. Hein. Le Père-Esprit, c'est pas des électrons, c'est pas des positrons, c'est pas les neutrinos. Hein. Tout ça, ce sont des choses matérielles. C'est quelque chose qui est encore à part et que la science doit encore conceptualiser. Alors, il y a plein d'autres anomalies dans la science actuelle. Hein, c'est que quand on observe l'univers, pour expliquer ce qui se passe dans l'univers, ce qu'on observe, les scientifiques sont obligés de considérer que 95% de la matière et 97% de l'énergie, c'est ce qu'on appelle la matière et l'énergie noire. Donc, ils doivent être là pour que le comportement soit ce qu'on observe, mais on n'arrive pas à savoir ce que c'est, on n'arrive pas à les observer. Ou comme on n'arrive pas à observer, par exemple, ce qui se passe dans un trou noir. Le trou noir, il est tel que même les photons ne sortent pas. Donc, il n'y a pas. On voit ce qui est autour du trou noir, on voit ce qui est en train de tomber dedans avant que ça tombe dedans. Une fois que c'est dedans, on n'arrive plus à le voir. Hein. Donc, ça, ce sont. Les scientifiques admettent aujourd'hui qu'il y a effectivement des choses qui existent, hein, même si on ne peut pas les visualiser, les détecter. Donc, là aussi, c'est un pas qui va dans le sens de dire que la matière peut exister sous d'autres formes que celles qu'on connaît. D'accord ? Et pourtant, hein, est-ce que vous voulez que je vous donne un exemple de l'action de cette semi-matière sur la matière? Bah, il suffit de regarder l'écran. Hein, où vous regardez dans une glace. Hein, là, paf, ma main se soulève. Voyez? C'est quoi qui se fait soulever ma main? C'est l'esprit qui décide de soulever la main, qui transmet par l'intermédiaire du Père-Esprit vers les centres moteurs du cerveau, qui vont ensuite faire que ma main se soulève. Donc c'est bien une interaction entre l'esprit, la semi-matière du Père-Esprit et la matière physique. D'accord ? Donc ça se produit au niveau des centres moteurs du cerveau. Hein ? Bon, après vous avez d'autres théories. Et d'ailleurs, ce que j'ai remarqué je ne sais pas si un de vous, non, je crois que c'est Dominique, qui m'a envoyé une des dernières conférences de Philippe Guillemont. En fait, il en parle de plus en plus maintenant. Hein. Il cite les travaux qui ont été faits par Penrose et Hameroff. Je pense que je vous en ai déjà parlé, hein, Roger Penrose et Stuart Hameroff. Donc, Stuart Hameroff, c'était un neuroscientifique et Penrose, c'était un physicien. Et ils ont émis ensemble une hypothèse qui consiste à dire que dans notre cerveau,
hein, il y a les neurones qui sont des cellules, hein, cérébrales. Alors, Franck, corrige-moi si je dis des bêtises, hein. Et dans ces cellules cérébrales, en fait, il y a des nanostructures. Nanostructure, c'est, vous savez, vous faites un tube, mais qui est fait de 3 atomes, quoi, ou de vraiment tout petit, hein, au niveau de la dimension des distances entre les atomes quand ils se composent. Donc, ça fait des nanostructures qu'on appelle des microtubules. Et dans ces microtubules se produirait une réaction quantique qu'ils appellent la condensation de Bose-Einstein, qui était connue donc par Einstein. Et c'est cette condensation qui créerait justement les signaux électriques qui ensuite vont se transmettre par le système nerveux, etc. Donc, vous voyez où ils en arrivent, hein. Donc, on est vraiment là dans la mécanique quantique, hein. Et il y en a d'autres qui ont démoli cette théorie en disant non, c'est pas possible parce que la condensation de Bose-Einstein ne se produit pas dans les conditions ambiantes du cerveau, donc en gros 1 bar et 37 degrés, hein. Il faudrait des températures beaucoup plus élevées ou beaucoup plus basses, je ne me rappelle plus, pour que ça se produise. Et c'est là où vous avez une physicienne brésilienne qui est aussi spécialisée en mécanique quantique et qui a répondu à ces objections dans une thèse qu'elle a présentée dans une université au Texas, je ne sais où, en disant que si le Père Esprit apporte une antiparticule donnée, hein, alors si la condensation de Bose-Einstein se produit dans les conditions ambiantes du cerveau. Bon, voilà où on en est, hein. Maintenant, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, hein, au niveau de cette interaction qui pourtant, vous l'avez tous les jours devant les yeux, d'accord, dans le phénomène de la vie en général. Christiane? Oui, donc c'est mon esprit qui décide quand je lève la main. Oui. Et est-ce que c'est mon esprit qui décide quand je m'énerve? Oui. Oui, 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 Ah oui. oui, 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 oui. Oui, oui. Ah oui. Alors après, bon, il peut comment dire, quand on est énervé, il peut y avoir plusieurs composantes, hein. Si par exemple vous avez, je ne sais pas, une hyperthyroïdie ou quelque chose qui ne va pas dans le corps physique, ça peut prédisposer plus ou moins à certaines réactions, enfin, l'hyperthyroïdie, c'est plutôt, je crois, on tombe plutôt dans la dépression, hein. Mais si par exemple vous avez beaucoup d'adrénaline dans le corps, ça peut aller dans ce sens-là. Maintenant, après, est-ce que l'adrénaline dans le corps, c'est l'effet ou c'est la cause? Parce que souvent, c'est l'effet. C'est quand on s'énerve qu'on crée de l'adrénaline dans le corps. Et cette adrénaline, ensuite, on rentre dans il y a une rétroalimentation qui peut amplifier l'expression de l'énervement. Mais à la source de tout, donc on est un être trinaire, hein, corps, père, esprit, esprit. Mais le chef là-dedans, c'est l'esprit. C'est lui le chef. D'accord? Toutes les maladies, enfin pas toutes, non. La plupart des maladies du corps viennent de l'esprit par le Père Esprit et ensuite par le corps. Les seules maladies qui ne viennent pas de l'esprit, c'est bon, vous tombez, vous cassez un bras. Donc là, ça vient bien du corps. Ou alors l'amiante, ou la poussière, les particules, l'alcool. Là, ça vient bien du corps pour aller vers l'esprit, hein. Mais quand vous avez des maladies à l'étiologie qui est inconnue, peu connue, ben, c'est souvent, ça vient de l'esprit vers le corps. La maladie existe d'abord dans le père-esprit avant de se transformer en symptôme dans le corps. C'est ce qu'on vient de voir avec ces GDV BioWell, hein, que ça s'appelle, que vous avez maintenant plusieurs centaines de médecins qui l'utilisent déjà en France, même si c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait reconnu ou remboursé par la sécurité sociale. Ça l'est déjà aux États-Unis et dans beaucoup de pays, et puis il semblerait qu'en France, ils vont s'y mettre quand même assez prochainement, du moins on va l'espérer. Franck? Oui, au sujet de l'activité neuronale, c'est vrai qu'il y a des études qui sont extrêmement intéressantes. Alors le problème, c'est qu'il faut les financer et que ça n'intéresse pas tout le monde. Mais il y a une étude qui a été faite en laboratoire, en imagerie médicale, qui montrait en fait, le consensus au départ, c'était que si je décide de bouger mon bras, par exemple, donc ce mouvement n'est possible
que à partir du moment où les neurones se connectent, hein, il y a les synapses, et puis donc il y a cet influx chimique et électrique qui va passer d'un neurone à un autre, et qui va permettre au final de stimuler le nerf, qui va stimuler le muscle, etc. Sauf que ils se sont aperçus que, eh bien, ça n'est pas enfin, il semblerait qu'il y ait en fait une décision euh, avant que la connexion synaptique se passe. Oui, Alors, c'est de l'ordre mais c'est infinitésimal, hein, mais ils ont réussi en fait à le voir au niveau de l'imagerie médicale parce qu'on le voit quand il y a des stimulations des aires corticales, tout ça. Donc, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui décide avant que le geste ne soit possible. c'est ça. Voilà, il faut s'arrêter là, il ne faut pas en conclure des. Mais je trouve ça hyper intéressant quand même. C'est une autre piste qui est intéressante, effectivement. Alors, il me semble que ce sont les expériences de Libet, dont parle aussi Oui. Philippe Guillemont. Oui, tout à C'est ça, fait. hein, Oui, qui exactement. montre qu'il y a Non. effectivement un temps entre Oui. une décision et les réactions au niveau du corps physique. Et ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire vous avez une perception, hein, qui va dans le cerveau et il y a un certain temps pour que cette perception aille vers le père-esprit et qu'elle revienne sous forme de réaction. Hein, donc ils ont réussi. Alors effectivement, c'est de quelques millisecondes, hein, c'est tout petit, mais c'est mesurable. Et ça, ce sont des expériences qui ont tendance à prouver que la conscience n'est pas le produit du cerveau. Hein. Voilà, c'est une des conséquences de cette expérience-là. Même si après, il y en a qui vont toujours aller, ah ben non, c'est pas ça que ça veut dire, qui vont le réinterpréter à leur façon. Mais disons, l'interprétation spiritualiste, hein, qui parle d'un principe matériel différent du principe physique, elle est beaucoup plus simple, quoi. Hein. Quand on veut, en science, il y a un principe qu'on appelle le principe de parcimonie, c'est-à-dire quand vous avez plusieurs explications possibles pour un phénomène donné, le plus souvent c'est l'explication la plus simple qui est réelle, quoi. Hein, et ce principe de parcimonie, je crois qu'on gagnerait beaucoup à l'utiliser, quoi. Je vous donne un exemple. Hein. Un médium reçoit une communication médiumnique avec des preuves, des choses qu'il ignorait complètement. Bon, nous, on dit, ben, c'est l'esprit de cette personne qui est venu lui dire. Hein. Et ceux qui ne veulent pas admettre que l'âme existe, ah ben non, parce qu'il y a une mémoire universelle, il y a une espèce de, comment ils appellent ça, les théosophes, les annales akashiques, et que le médium, il pourrait aller accéder ces annales akashiques pour ramener ce truc-là ici. Bon. C'est une explication aussi, mais laquelle des deux est la plus simple, hein, Mais entre ça, nous? c'est dommage parce que moi, j'ai un grand respect pour le monde par exemple, de la zététique voilà, parce que c'est bien aussi à un moment donné voilà. Mais par moment, ils sont en violation de leurs propres principes. Alors, ils vous parlent toujours du rasoir d'Occam, mais quand on leur présente ce que vous disiez, Charles, un fait où la solution la plus évidente, c'est qu'effectivement, c'est un esprit qui se manifeste, non. Non, non. Alors là, l'histoire du rasoir d'Occam, ça n'a plus du tout aucune utilité. Parce qu'il part du principe que ça n'est pas possible. C'est Ouais. dommage. C'est Ben, dommage. c'est un dogme. Oui, Hein. voilà. Ils parlent d'un Voilà. dogme, ils suivent le dogme matérialiste. Ah ouais. Et dans le livre La source noire, Patrice Van Tersel, Oui. il en parle de manière. Il va rencontrer un médecin, bon, qui est une sommité au niveau de la neurologie, tout ça. Et quand il lui explique, en fait, le médecin va démonter systématiquement tous les arguments. Et à la fin, il lui dit, mais pourquoi en fait? Mais il dit, parce que ça n'est pas possible. Oui, oui, non, mais c'est ça. J'y crois pas, Bon, donc ça d'accord, ok. n'existe pas. Et Voilà. c'est là Ah, où mais on voit, ça n'existe pas. ce sont des stratégies de survie quelque part. Hein. À quel point, la psychologie en parle, à quel point la personne utilise son intelligence pour se défendre d'aller vers une chose qui pourtant est évidente. Hein. Ça fait partie de ces paradoxes. Charbonnet, il parle de biais cognitifs. Il y a plusieurs non, il utilisait un. Oui, si, je pense que c'est ça. Voilà, les scientifiques accusent les religieux d'avoir des dogmes. Mais en fait, comme tu viens de dire des zététistes, les scientifiques ont eux-mêmes aussi des dogmes.
le vrai scientifique, il doit être ouvert. Il ne doit pas rejeter une hypothèse a priori parce que ça ne l'arrange pas ou parce que ça contrarie ce qu'il savait. Il faut que, bon, apparemment, alors évidemment, il ne faut pas qu'il aille non plus sur n'importe quel fake racontard ou je ne sais quoi, mais s'il veut vraiment être scientifique, il faut qu'il soit humble devant la nature et qu'il l'observe comme l'avait fait Kardec il y a 170 ans. Hein, et qu'il en a tiré tout ce qu'il en a tiré, et puis encore aujourd'hui, ben, on ne le comprend pas, quoi, il n'est pas suivi. Alors il est déjà 9 heures. Hein. Alors, immatériel n'est pas le mot, incorporel serait plus exact. Donc, vous voyez, c'est là, c'est bien quelque chose. Nous disons que les esprits sont immatériels parce que leur essence diffère de tout ce que nous connaissons sous le nom de matière. Ça, c'est la conclusion d'Alan Kardec, qui, vous voyez, est encore cristalline et 100% vrai aujourd'hui. Hein, c'est ce que j'admire chez Kardec. Il faisait parfois des commentaires comme ça. C'était l'évidence même, ça lui était certainement suggéré, mais aujourd'hui, ben, on en est exactement au même point. Alors, après, le père-esprit, vite fait, on en a déjà parlé un petit peu. Comme le germe d'un fruit est entouré du périsperme, hein, de même, l'esprit proprement dit est environné d'une enveloppe que, par comparaison, on peut appeler père-esprit. Alors, père-esprit, donc périsperme, ouais, périphérique, c'est un préfixe qui veut dire autour, hein, et esprit, donc c'est autour de l'esprit. Donc ça veut dire c'est le corps spirituel. Hein, en allemand ils disent Geisthülle, c'est-à-dire l'enveloppe de l'esprit. Hein, le corps spirituel, le corps glorieux. Enfin, il y a eu beaucoup d'expressions qui ont été utilisées. Et donc Kardec utilise le mot père-esprit justement par analogie. Hein, enfin, c'est lui qui a inventé ce mot père-esprit par analogie avec le germe du fruit, quoi. Hein. Et ce lien, alors, où est-ce que l'esprit puise cette semi-matière qui compose son père-esprit? Il le puise dans l'environnement dans lequel il se trouve. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant et qui m'avait fait poser des questions à l'époque en disant, bon, ici, je suis sur Terre, donc où l'esprit de ma mère qui est à côté de moi, elle est sur Terre. Elle va utiliser de la semi-matière qu'il y a sur la Terre pour composer son père-esprit. Oui, mais si maintenant elle va sur la Lune, est-ce que son père-esprit est pareil? Pas forcément. Alors, ce qu'on peut dire par rapport à ça, moi ça me rappelle une analogie, c'est au collège, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment donné, enfin une expérience, on met un aimant sous une plaque, hein, et au-dessus on met de la limaille de fer, et quand on tape sur la limaille de fer, elle montre les lignes de champ. Vous avez tous vu ce genre d'expérience, je pense, hein, qui se fait au collège. Ben, le champ magnétique, on ne le voit pas, mais il existe. Hein, et la limaille, le fait de mettre de la limaille, ça permet justement de le visualiser parce que la limaille de fer, elle va suivre justement ces lignes de champ. Ben, c'est un peu ça. Le champ magnétique utilise la limaille pour se visualiser. L'esprit utilise de la semi-matière qui existe là où il est pour composer son père-esprit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le père-esprit, dans le père-esprit, il y a un cœur, il y a des poumons, il y a tout ce qui est nécessaire aux organes physiques. Il y a deux évidences à cela. La première, c'est que comme le père-esprit, c'est le moule qui se lie à cette fameuse cellule souche, hein, l'ovule fécondé, pour ensuite, quand il se multiplie, partir en 3 dimensions, faire les bras, les jambes, les doigts, et ensuite, fonctionnellement, faire les reins, la peau, les os, le cœur, les différents organes. Ce moule, il est dans le père-esprit. C'est une évidence hein, dans l'embryogenèse. Et l'autre évidence ou l'autre preuve, c'est William Crookes, quand il a observé la matérialisation de l'esprit de Katie King. Hein. Donc le médium Florence Cook était ailleurs, quoi. Et William Crookes, il a pris le pouls, il a écouté, il n'avait pas de stéthoscope, mais il a écouté la respiration, les poumons de Katie King. Et donc le pouls était différent de celui de Florence Cook. Hein, et puis en plus, Florence Cook, ce jour-là, elle était un peu refroidie, donc au niveau des poumons, ça s'entendait, alors que Katie King, les poumons n'étaient pas du tout refroidis. Donc, vous voyez, donc là, ça prouve bien déjà que Katie King est indépendante de Florence Cook, et qu'en plus, Katie King, qui est l'esprit qui s'est matérialisé, elle possède toutes les fonctions
que possède un corps physique. Hein, d'accord. Donc, tout ça, ce sont des choses qui existent au niveau de notre père-esprit, et c'est ce qu'on a vu plus haut. C'est ce principe intelligent qui s'individualise le long du temps en passant par les différentes phases végétales, animales, etc., pour en arriver à cet état donc, qui lui permet à partir du moment où le lit a une cellule souche et qu'on lui apporte bien sûr de l'énergie et des nutriments, arrive à former un petit corps physique, ce que l'homme est totalement incapable de faire. Hein. L'être humain est incapable de, à partir du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, etc., composer une cellule et la faire vivre. Hein. On ne sait pas faire ça. Il n'y a que la nature qui sait faire. Oui, mais pourquoi un médium voyant, il ne voit pas un esprit avec ce qu'il y a à l'intérieur? Ben, alors, ça dépend. Des fois, il peut le voir. Alors, c'est plutôt l'inverse. Quand tu prends des cas comme Edgar Cayce, donc il était somnambule, lui. Donc, somnambule, l'esprit de Edgar Cayce sort du corps. Il voit une personne qui est devant lui. Et il voit tout de suite, ah ben là, tiens, il y a quelque chose, il y a vos poumons, hein, il voit tout de suite ce que la personne a à l'intérieur d'elle, que tu ne vois pas de l'extérieur, tu vois. Donc, c'est l'esprit du somnambule, il arrive bien à voir à l'intérieur du corps physique d'une personne. Maintenant, pourquoi le voyant, il n'arrive pas à voir les organes d'un esprit qui apparaît à lui? À mon avis, si tu te mets d'accord avec l'esprit que tu vois pour essayer de voir son intérieur et que si tu t'entraînes, tu finiras par y arriver. Oui, parce que nous, on voit que quand on voit un esprit, on voit soit un esprit de la tête aux pieds, soit un esprit de la tête au tronc, ou soit que la tête. Oui, c'est ça. C'est en fonction de ce que l'esprit veut montrer au médium voyant. D'accord? Et dans les matérialisations, c'est pareil. Hein. Daniel Douglas Home, il arrivait à matérialiser que des mains. Il n'avait pas assez d'énergie pour faire une matérialisation complète, ce qui était le cas de Florence Cook, hein, qui arrivait à faire de sorte que Katie King se matérialise complètement. Alors, pour la petite histoire, William Crookes et d'autres, hein, ils avaient mis Florence Cook, le médium, elle était sur sa chaise, sur une balance, donc ils savaient quel était son poids à l'état normal, et ils ont remarqué que pendant que l'esprit était matérialisé, elle perdait jusqu'à plus de la moitié de son poids. Hein, c'est l'émission de l'ectoplasme qui vient du corps physique que l'esprit utilise pour se matérialiser, hein, et qui ensuite, quand il se dématérialise, doit revenir au médium, parce que sinon le médium, il va lui manquer quelque chose. Hein, mais ça peut aller jusqu'à la moitié de son poids. Donc ça, c'est ce qu'indiquent ces expériences-là, hein, qui ont été faites. Et vous en avez d'autres, comme Alexandre Aksakov, par exemple, qui ont vu que il y a des dématérialisations des jambes ou des bras des médiums quand ils cèdent leur ectoplasme. Hein, donc l'ectoplasme, c'est bien de la matière, c'est pas de la semi-matière, mais que l'esprit, avec son père-esprit semi-matériel, arrive, hein, tout comme on a dit, la limaille se met le long des lignes de champ magnétique, cet ectoplasme se met autour du père-esprit, de l'esprit qui veut se matérialiser. Voilà, en gros, bon, je dis ça de façon très simplifiée, mais c'est de cette manière-là que ça pourrait se produire. C'est là où on arrive à le comprendre le plus facilement. D'accord? Charles, est-ce que l'on peut penser qu'en fait, potentiellement, les médiums à matérialisation, on parlait de Florence Cook, c'est potentiellement dangereux pour leur santé? Ah bah oui. Moi, ça m'intéresse énormément cette histoire de Katie King, parce qu'en plus, c'est une belle histoire. Je pense que William Crookes était vraiment tombé amoureux du fantôme de Katie King et souhaitait qu'elle soit là le plus longtemps. Et en fait, Florence Cook, elle n'en pouvait plus à la fin, quoi. Elle Oui. était vraiment. Ben, C'est alors, une belle Granger, il histoire. en parle dans le saga de l'ectoplasme, hein, je pense que tu l'as vu Ouais, là-bas. ouais. Et effectivement, Crookes, parce qu'il faisait partie du monde savant, hein, mais il a été trucidé par les savants. C'est affreux tout ce que William Crookes il a souffert. Ils lui ont dit qu'il couchait avec la médium ou qu'il couchait avec l'esprit. Enfin bref, tout ce qui a pu être jeté contre lui.
c'est absolument abominable. Pourtant, il a toujours eu le courage de maintenir, moi je maintiens que, je ne dis pas seulement que c'est possible, je dis que cela est. Hein. C'est une des phrases de William Crookes. Il est resté honnête avec ses convictions, avec ce qu'il a pu observer jusqu'à la fin, malgré toutes les diffamations, toutes les critiques qu'il a pu subir. Maintenant, effectivement, les médiums à matérialisation qui cèdent de l'ectoplasme, physiquement, ils souffrent. Hein, et il y a eu des accidents. Il en parle aussi dans le livre La saga de l'ectoplasme. Une médium qui, par exemple, lors d'une matérialisation, il y en a un qui a bondi pour attraper le fantôme. Alors, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que généralement, il y a une dissolution. L'ectoplasme, en fait, repart instantanément vers le médium, mais ça crée quand même un choc au niveau du corps. Hein, au niveau du corps physique. Et vous avez des médiums comme ça qui sont restés malades pendant des années à cause de ce genre de choc. Ça va même beaucoup plus loin. Moi, j'ai connu, quand je suis arrivé en France en 90, je suis revenu en France en 90 plutôt, j'ai vu des gens qui faisaient tourner des tables. Tourner des tables, c'est des effets physiques où il faut aussi un médium à effet physique qui dégage de l'ectoplasme pour que la table puisse bouger. Eh ben, la personne qui était médium à effet physique était fatiguée après chaque séance, et au bout de quelques mois, de plusieurs séances, elle n'en pouvait plus. Hein. Et donc, quand elle n'était pas là, ça ne marchait pas. Donc, clairement, c'était elle qui donnait le fluide pour que ça marche. Donc, tout ce qui est effet physique, et d'autant plus les phénomènes d'ectoplasmie, sont éprouvants physiquement pour le médium, voire dangereux. Alors, les esprits sont là pour y veiller, pour faire tout ce qu'ils peuvent, aseptiser l'ambiance, hein, parce que tu imagines, en tant que médecin, il y a toutes les précautions qu'on prend au niveau de l'hygiène et tout, toute cette matière qui sort du corps physique et qui y revient, si jamais elle entraîne avec elle des microbes ou des bactéries, des choses comme ça peut créer des problèmes d'infection ou autres. Hein. Donc, d'où la nécessité, alors c'est les esprits eux-mêmes qui disent, il y a des ozoniseurs, enfin, ils utilisent des moyens justement pour aseptiser le local, hein, avant de produire ce genre de phénomène. Et donc, tout ça, on peut le comprendre par ce biais, hein, par cette hypothèse que c'est bien l'ectoplasme, c'est bien de la matière qui provient quelque part du corps physique. Alors, c'est là où on voit que la matière, hein, qui est l'ectoplasme et le corps physique, comment tout ça, ça peut disparaître, réapparaître, et ensuite faire un autre corps, et ensuite redisparaître pour revenir exactement à sa place d'avant. C'est quand même un challenge pour essayer de comprendre comment tout ça, ça fonctionne. Hein. Ça, c'est là on a encore des progrès à faire. Et donc, le livre La saga de l'ectoplasme, il en parle bien. Hein. Aujourd'hui, vous n'avez plus de médiums qui acceptent de se soumettre à ce genre d'expérience. Les seules réunions d'ectoplasmie se font dans des réunions fermées, avec un cercle fermé, avec des personnes bienveillantes et tout. Mais depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y en a pratiquement plus aucun qui se soumet à des expériences scientifiques. Donc, c'est là où, si un jour on veut que les expériences scientifiques reprennent, qu'on les fasse avec un sens éthique un peu plus poussé, que ce ne soit plus des chasses à la fraude comme c'était pendant des décennies, hein, comme le montre bien le livre La saga de l'ectoplasme, mais faire des études beaucoup plus sérieuses, notamment avec tous les appareils d'imagerie, d'infrarouge et tout. Parce qu'un autre inconvénient des ectoplasmies, c'est que la lumière empêche le phénomène de se produire, donc il faut que ça se produise dans le noir. D'où, si c'est dans le noir, on ne voit pas ce qu'il fait, il peut tricher. Bon, aujourd'hui, non, prenez des lunettes, les militaires, ils savent très bien ce que c'est. On peut voir en pleine nuit comme si on était en plein jour. Même des lunettes qui n'émettent même pas de rayons infrarouges, des lunettes qui ne font que les capter, hein, en fonction de la chaleur des différents corps qui sont en face de nous. Donc aujourd'hui, on aurait des moyens d'observation beaucoup plus pratiques, même pour filmer, pour enregistrer ce qui se passe pendant ces réunions-là. Donc je pense que ça va bientôt reprendre, hein, ces expériences, mais dans ces conditions dont je viens de parler. Il faut plus de respect. On avait commencé, nous, à Tours, de faire ça avec, donc, dans le noir avec une lumière rouge. Oui. Et vous avez eu des résultats?
Non. Ouais, parce que bon, après, parce que c'était peut-être un peu trop tôt, hein. Est-ce que Euh, vous aviez des caméras infrarouges, des choses comme ça? On avait mis quoi, un appareil photo, tout ça. Ah, Encore que. mais je Oui. pense que si vraiment on fait un programme de recherche, qu'on consulte les esprits pour savoir s'ils sont d'accord d'y collaborer et tout ça, je pense que ça peut se remettre en place, hein. Voilà, donc il faut rester optimiste. Alors le dernier, Charles, pardon, il y a Delphine qui a posé une question et elle ah, m'intéresse beaucoup cette question. Elle a demandé en cas de psychophonie et de psychographie, comment réagit le périsprit? alors là on parle de médium, donc psychographie et psychophonie, c'est de la médiumnité. Et dans le livre des médiums, donc on le verra aussi un peu plus tard, Kardec il explique bien que la communication d'un esprit à un médium se fait de père-esprit à père-esprit. D'accord? Donc c'est le père-esprit du médium, hein, par l'intermédiaire du le père-esprit de l'esprit, hein, euh, qui, par l'intermédiaire du père-esprit du médium, le fera parler ou le fera écrire. D'accord? Donc pour simplifier, voilà la réponse, quoi. Après, vous avez l'intuitif, donc dans ce cas-là, c'est des pensées qui viennent et puis le médium écrit. Ou là, je pense que Delphine pense plutôt à la psychographie automatique, hein, celle qui est inconsciente, où là, ils vont agir sur les centres moteurs qui feront bouger la main. Kardec disait l'esprit agit sur la main, mais en fait, le plus logique, je pense que à l'époque, on ne connaissait pas le système nerveux, les centres moteurs et tout ça. C'est ce qui est venu par après. Delane disait non, l'esprit agit probablement sur les centres moteurs pour faire bouger la main, pour le faire écrire. Voilà. Donc du coup, par rapport à ce que vous venez d'expliquer, la différence concrètement, elle est sur le fait qu'il n'y ait pas de modification ou de transfert de matière, c'est ça? Alors, dans la médiumnité, donc psychographie ou psychophonie, il n'y a pas besoin d'ectoplasme. Ça se fait de D'accord. père-esprit à père-esprit. Mhm. D'accord? Pour une matérialisation ou pour bouger de la table, les esprits combinent leur père-esprit avec de l'ectoplasme, puisque pour faire du physique, il faut du physique. Et c'est donc par cette combinaison qu'il arrive à faire bouger la table ou à utiliser l'ectoplasme pour se matérialiser. Et le corps qui bouge, qui a des mouvements saccadés, enfin, le corps du médium, c'est uniquement nerveux, si j'ai bien compris. Euh, Nerveux au niveau du corps, hein, parce que le fait de bouger comme ça, c'est bien par les nerfs que ça passe, hein. Mais l'origine de ce mouvement, ça peut venir soit partiellement du père-esprit du médium et partiellement du père-esprit de l'esprit communicant. D'accord. D'accord? La médiumnité, c'est toujours un peu un mélange des deux, hein. Le père-esprit du médium, il est toujours là, hein. Donc, Mhm. il faut qu'il y ait une compatibilité, faut qu'il soit compatible pour que le contact puisse se faire. C'est pour ça qu'on sait que tout médium ne peut pas se communiquer par tout esprit, ou tout esprit ne peut pas se communiquer par l'intermédiaire de tous les médiums, hein. Il faut qu'il y ait une certaine compatibilité entre les deux. Donc, ça fait partie des conditions pour qu'une communication médiumnique puisse se produire. Delphine, Ouais. je ne sais pas si j'ai été porte-parole Oui, correcte de merci ta Magali. question. Oui, je voulais peut-être savoir un complément. Donc, il y a moins de danger au niveau du médium en faisant un travail psychophonie ou en psychographie qu'un travail d'ectoplasme. Oui, oui, Physique. de toute évidence, oui, hein. À l'époque, c'est la table qui répondait oui ou non. Bon, il fallait un médium à effet physique qui se fatiguait, quoi. C'était assez éprouvant. Alors que la psychographie intuitive, l'inspiration, l'intuition, bon, là, c'est des canaux qui sont beaucoup plus doux, beaucoup plus légers, hein, et il y a moins de danger, du moins au niveau physique, hein. Il reste toujours encore le danger générique de la médiumnité qui est il faut que le médium il soit attentif et que si c'est des mauvais esprits qui l'influencent,
qu'il fasse ce qu'il faut pour les éloigner, surtout pour ne pas tomber dans les pièges qu'ils essaient de lui tendre, hein, pour ne pas tomber dans... Voilà. Mais ça, bon, après, il y a des personnes qui ne sont pas médiums et qui sont obsédées, perturbées par des esprits. C'est pas... Le médium, en fait, ressent plus l'influence des esprits. C'est pour ça qu'il faut qu'il fasse un peu plus attention qu'une personne qui n'est pas médium. Mais d'un autre côté, comme il ressent, il détecte aussi plus vite que la personne qui n'est pas médium. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a du pour et du contre. Mais quelque part, ça l'oblige à essayer de voir ce qui en lui attire ces mauvais esprits et puis à travailler pour devenir meilleur, hein, pour faire sa réforme morale, pour pas continuer pour fermer la porte à ces esprits malfaisants. Voilà. Mais physiquement, c'est vrai que tout ce qui est effet physique, ça pompe beaucoup plus de fluide au médium. Et bon, alors, l'effet physique, ça sert à quoi? Ça sert à voir, à convaincre. Il y a des personnes qui voient et qui ne croient pas plus qu'avant. Moi-même, j'ai vu une table bouger. Bon, je n'avais pas besoin de la voir pour croire que les esprits étaient là. Et j'ai vu d'autres personnes qui voulaient absolument voir la table bouger et qui en sont, malgré un phénomène extrêmement patent, en sont ressortis encore plus sceptiques qu'avant parce que, tout simplement, comme disait Franck tout à l'heure, ils ne veulent pas croire. Hein. Donc, les effets intelligents, c'est pour ça que dans le mouvement spirit, on encourage surtout la médiumnité à effet intelligent, donc psychographie, psychophonie, parce que c'est là où on peut le plus et le mieux travailler, tout en étant le plus sobre en termes de fluide au niveau du médium. Si on utilise du fluide vital par exemple, ce sera plus pour des passes, pour aider un esprit en souffrance ou aider une personne incarnée par le passe magnétique. Hein. Donc là, oui, hein, on donne du fluide, mais c'est pour faire du bien. C'est pas pour uniquement amuser la galerie ou tirer des photos d'une table qui lévite ou des choses comme ça. Vous voyez, on le fait dans un but plus utile. Hein. Alors, le dernier paragraphe, le lien ou père-esprit qui unit le corps et l'esprit est une sorte d'enveloppe semi-matérielle, donc le père-esprit. La mort est la destruction de l'enveloppe la plus grossière, le corps physique. L'esprit conserve la seconde, qui constitue pour lui un corps éthéré ou semi-matériel, invisible pour nous dans l'état normal. D'accord? Donc, quand on vit, il y a l'esprit, le père-esprit et le corps physique. Quand on meurt, c'est le corps physique qui s'en va. On a encore l'esprit et le père-esprit. D'accord? C'est un peu simplifié parce que pour vivre, il faut aussi autre chose qu'on appelle le fluide vital. Les esprits n'ont plus besoin du fluide vital. Le fluide vital est nécessaire à tout ce qui vit. Hein, vous avez du fluide vital dans les plantes, dans les animaux et dans les humains. Mais à partir du moment où on meurt, souvent on meurt parce qu'il n'y a plus de fluide vital. C'est un peu comme le carburant qui s'épuise. Donc le fluide vital, là aussi, c'est pour le sujet de tout à l'heure, comment est-ce qu'on arrive à détecter ça? Là aussi, j'ai acheté un autre livre, parce que c'est Radio Lotus, hein, je ne sais pas si ils ont fait venir ces gens-là. Donc là, vous avez Arnaud Richard de Chicourt. Alors lui, c'est un magnétiseur. Hein, et lui, il dit, la prière, ça ne sert à rien. Alors, c'est son point de vue à lui, mais on arrive très bien à comprendre pourquoi. Parce qu'il dit que dans les mains, vous avez des champs électriques. Et donc, sur le magnétisé, vous avez aussi des champs électriques. Donc, c'est des champs électriques qui agissent sur des champs électriques. Et c'est vrai ce qu'il dit. Alors, est-ce que ce qu'on appelle le magnétisme, le fluide magnétique, c'est des champs électriques? C'est possible. Hein. En tout cas, lui, ce qu'il a fait, il a fait toute une étude, c'est ce qu'il explique dans son livre, en disant, ben voilà, parce qu'il se rapproche assez de la médecine. Les patients qui viennent le voir souvent avec un diagnostic médical. Et donc, lui, après, il arrive à travailler avec ses mains, donc pour travailler ces champs électriques pour essayer de restaurer la partie qui a un problème, la partie du corps qui est malade. Et donc, effectivement, le magnétiseur qu'on appelait dans le temps fluidiste, qui est un peu le penchant de Arnaud Richard de Chicourt aujourd'hui, il n'a pas besoin d'esprit pour faire ce qu'il fait. Voyez, donc, il n'a pas forcément besoin de prière. Mais bon, ça n'empêche pas que le fait d'être inspiré, ça aide. Hein. Un médecin inspiré par rapport à un médecin qui n'utilise que sa science, on sentira tout de suite la différence. Hein. Mais bon, c'est quand même intéressant parce que ça met en évidence ces champs électriques
que là, par contre, pour le coup, il y a des études qui sont faites justement pour les mesurer, mais qui sont pour l'instant rejetées. Il n'arrive pas à publier le travail qu'il a fait, qui pourtant donne des évidences en France. Et là, d'après ce qu'il dit, il est en train de le publier aux États-Unis, où ils ont accepté de le publier, donc pour montrer comment ça fonctionne. Et par ailleurs, il dit très bien, alors je ne l'ai pas lu encore le livre, mais il dit très bien sur Radio Lotus, il y a certaines maladies, il ne sait rien faire. Il dit, c'est pas la peine de venir chez moi, mon efficacité sera nulle pour cette maladie-là. Vous voyez? Eh ben, ce sont des maladies qui sont peut-être moins liées à des champs électriques ou pas liées du tout à des champs électriques. Et là, pour ces maladies-là, il faudra plutôt une action spirituelle qu'une action purement électrique. Vous voyez? Tout ça, ce sont des choses nouvelles, hein, et petit à petit, hein, je pense que si vraiment les portes s'ouvrent un peu par rapport à ce genre de choses, avec le déficit de la sécurité sociale, ça ne devrait pas être trop difficile, parce que finalement, ce sont le NHS anglais, hein, la sécurité sociale anglaise, finance la sophrologie, finance du yoga, parce qu'ils se rendent compte que c'est beaucoup moins cher que les psychiatres avec tous les médicaments qui sont associés. Hein, donc, on va y arriver par des contraintes purement matérielles, mais tant mieux. L'essentiel, c'est que, peu importe le moyen, l'essentiel, c'est qu'on y arrive. Et plus ces choses-là seront étudiées et pratiquées, plus il y aura de données, plus ce sera précis, plus ce sera efficace, et plus on arrivera à les conceptualiser, à comprendre comment elles fonctionnent. Voilà où on en est. Est-ce que vous avez encore des questions? Alors, Michel. Oui, Alors, Charles, Michel, il est pharmacien, je suis désolé, mais tu vendras peut-être des appareils des gas discharge visualization BOL plutôt que de vendre des médicaments allopathiques. Ce que je dis à mes patients, c'est qu'une fois qu'ils seront guéris, je pourrai enfin faire autre chose. Ouais. Dans la page précédente, là on est à la page 92, la page 91, juste ici, hop là, voyons, c'était où ça? En passant, alors, le deuxième paragraphe, Oui. le principe intelligent, distinct du principe matériel, s'individualise, s'élabore en passant par les divers degrés de l'animalité. Est-ce que ça veut dire que l'esprit passe par différents stades de l'animalité? C'est ça ce que ça veut dire? L'esprit avec un petit E. Avec un petit E, bien sûr. Voilà. Donc, oui, le principe intelligent, il est venu du premier être vivant sur la Terre, l'être monocellulaire, vers le mammifère que nous sommes. Voilà. Et ça s'est fait en gros, le premier être monocellulaire vivant, c'était il y a 4 milliards d'années, je crois, enfin à peu près, quoi. Hein. Donc, oui, ça a mis 4 milliards d'années pour arriver à faire des mammifères comme nous. Et encore, c'est pas sûr que ce soit si simple que ça, puisque comme les esprits peuvent aller et venir d'autres planètes, hein, comme on l'a vu avec la race adamique et puis la révolution cognitive il y a 70 000 ans, et puis aujourd'hui aussi, hein, la phase de transition avec ces esprits qui viendraient d'un monde plus évolué pour aider la Terre à avancer, ça peut, tu vois, ça peut expliquer le fait que cette évolution ne se fasse pas dans une boîte fermée sur une seule planète. Hein. Il y a encore des échanges qui se font avec d'autres planètes. D'accord. Et donc, en fait, c'est bien ça. Donc, c'est différents degrés. Donc, il n'y a pas forcément de linéarité. On peut passer d'un degré à un autre. Le principe intelligent s'élabore. Par exemple, la fonction digestive, la fonction visuelle, la fonction la perception, tout ça, ce sont des choses qui existent, qu'on voit bien, qui s'élaborent tout doucement dans les phases animales, quoi. La sensibilité qui peut déjà exister un petit peu dans les plantes. Hein. Oui. Delan, il en parle bien dans son livre Les nobles d'évolution animique. Hein. C'est une étude assez remarquable qu'il a faite. Moi, je pense que, bon, lui, il fait allusion à beaucoup de connaissances scientifiques de l'époque. Le problème des livres de Delan, c'est ça. C'est que les connaissances scientifiques, elles,
ce qu'il cite, elles sont aujourd'hui complètement révolues, quoi. La médecine ou la biologie en fait des progrès sensibles. Par contre, moi je pense que Delane, il avait vu juste. Donc, toute la partie, quand il cite les connaissances scientifiques de l'époque, est désuète. Par contre, les principes fondamentaux qu'il énumère dans son livre, je pense qu'ils sont encore justes aujourd'hui. Ce qu'il faudrait, c'est réviser les livres de Delane avec les concepts de la science d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans Merci, cette Charles. phrase, il y a peut-être enfin pas une ambiguïté, mais on pourrait penser par exemple que le principe intelligent s'individualisant et passant par divers degrés de l'animalité, l'être humain faisant partie du règne animal, est-ce que l'être humain peut évoluer à travers une animalité non humaine et ensuite humaine? C'est là où je trouve qu'il y a une ambiguïté en fait dans la compréhension, peut-être pas dans la phrase, mais dans la compréhension qu'on peut en avoir. Tu vois, quand tu dis l'être humain, il est passé par une phase non humaine. Donc, Oui. c'est là où on voit la limite des expressions qu'on emploie, Oui. tu vois. Ouais, C'est pour ça qu'il vaut mieux, au lieu de être humain, tu mets principe intelligent. Là, ça passe, on comprend. Mais dès que tu mets être humain, on est déjà dans la phase de l'humanité. Tu vois, on n'est plus dans la phase de l'animal. C'est une question de mots, en fait. Il faut qu'on essaye de se comprendre. Et c'est pour ça que le principe intelligent, c'est bien dit. Tu vois. Et ce principe intelligent, effectivement, lui, vient depuis ce premier être vivant monocellulaire. Il y a 4 milliards d'années sur la Terre. Il vient de là. Christiane? Oui, par rapport à ce monsieur qui fait donc l'imposition des mains et qui ne croit pas à la prière, que penser de Bruno Gröning? Alors, Bruno Gröning, lui, alors il était plutôt somnambule. Alors lui déjà, bon, il était spiritualiste, il était somnambule, donc c'est-à-dire que lui aussi, il sortait de son corps, il voyait, il arrivait à alors voir, c'est pas le bon mot non plus, parce que est-ce que l'esprit voit? Non, l'esprit ne voit pas c'est pas des photons qu'il utilise pour voir le Père-Esprit. On ne peut pas voir le Père-Esprit avec des photons. Quoique, avec les champs magnétiques, l'effet Corona, c'est quand même des photons. Enfin bref, je préfère dire qu'il perçoit. Il arrive à percevoir les problèmes qu'a la personne. Mais ensuite, Bruno Gröning, le travail qu'il faisait, c'était un travail qui était quand même essentiellement spirituel. Il imposait peut-être les mains, mais la plupart des guérisons se réalisaient et se réalisent d'ailleurs encore aujourd'hui. Vous avez les associations qui suivent Bruno Gröning. Bruno Gröning, il est là en esprit, il n'est plus là en physique. Donc, c'est bien du travail spirituel, des soins spirituels qui se font. Alors que Arnaud Richard de Chicourt, lui, il dit, moi, ce que je fais, c'est que des champs, tout est une question de champ électrique. Il le dit clairement. Et le champ électrique, c'est matériel. Donc, il fait abstraction de la spiritualité. Alors, qui gagnerait à s'associer aux esprits pour faire ce qu'il fait, c'est sûr. Mais bon, c'est son choix. Et il ne faut pas le critiquer parce qu'il arrive à faire beaucoup de choses déjà avec ça. Et surtout que c'est en décomposant les différents éléments qu'on arrivera à mieux comprendre comment tout ça, ça fonctionne. Merci beaucoup. Bruno, c'est vrai que Bruno Gröning, c'était particulier. Enfin, je connais bien parce que je fais partie d'un groupe, justement, et on a une réunion lundi soir. C'est vrai que c'est quelqu'un qui n'expliquait pas. En fait, il disait aux gens, voilà, séparez-vous de l'idée de la maladie. Ne pensez pas que vous êtes guéri, mais soyez-le. Il est assez unique, en fait, dans son genre. Et il dit toujours, c'est pas moi. Oui, pas tout moi, à fait. c'est Dieu, Absolument. c'est vous. Considéré en fait comme un simple transmetteur, quoi. Voilà, c'est ça. De ce qu'il appelait la force divine, En fait, lui, ce qu'il demande, Bruno Gröning, c'est de lui donner sa maladie. Exactement. Et de ne plus y penser, de se voir en pleine santé. Oui. Voilà, c'est ça son Et il a vraiment enfin, il y a un parallèle qui est très troublant entre. Bon, de toute façon, il ne le niait pas, lui. Enfin, c'est pas qu'il ne le nie pas, mais j'allais dire, il était extrêmement christique, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme, mais c'était ça, quoi. Voilà. Lui travaillait clairement avec les. Pardon? Il est très relié spirituellement.
Ah Voilà. oui, Voilà. totalement, oui. Oui. Alors que Richard de Chicourt, non. Non. Et le médecin, je parle, vous allez chez le généraliste, hein, il vient, bon, il a fait un bac +7 ou plus, il ausculte, il regarde, il demande une analyse le cas échéant, et puis il dit, voilà, vous avez ça. Hein. Il utilise sa science. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il se fait rémunérer. Hein. Le médecin aide les personnes et se fait payer pour ça. Et c'est remboursé par la sécurité. Bref, bon. Mais il peut le faire sans aucun esprit à côté de lui. Ah oui. Maintenant, après, vous avez d'autres médecins, enfin, dans les médecins généralistes, vous avez surtout ceux qui pensent qu'au moment où vous allez mettre la carte de crédit dans leur appareil, hein, parce que ça existe aussi, qui font tout comme ça à la va-vite, et vous avez d'autres médecins qui parlent, qui vous interrogent, et qui ont le sens du diagnostic, hein, qui vont voir juste sans avoir besoin de 36 analyses. Hein. Et là, on détecte clairement chez ces médecins-là une part d'inspiration. Hein. Donc, le fait d'avoir une science permet d'utiliser cette science sans l'aide des esprits, mais c'est clair que si en plus de la science, on cherche l'aide des esprits, on arrivera forcément plus loin et mieux. Vous voyez, le médecin inspiré, il fonctionnera mieux que le médecin qui n'est pas inspiré. On est bien d'accord. Le souci qui est toujours, après, bon, ça peut se comprendre, mais à partir du moment où toute la médiumnité, on parlait de spiritisme, mais on parle aussi de Bruno Gröning, par exemple, parce qu'il a eu énormément de problèmes à cause de ça. Mais à chaque fois qu'on commence à parler des effets de guérison, d'amélioration, voilà, c'est chasse gardée du monde médical, quoi. Et Oui. ça, c'est un peu pénible, quoi. C'est vraiment. Alors, Mais en plus, j'en fais partie du monde médical. Donc, mais c'est vrai que c'est. Voilà, quoi. Enfin, Bruno Gröning, il y a des gens qui sont retournés voir leur médecin en disant, bah voilà, je suis guéri. Mais non, c'était pas possible, quoi. Ils lui ont fait la misère, mais alors. oui. C'est Et il avait terrible. même dit à un moment donné, si on m'empêche de faire ce que je fais, je vais brûler de l'intérieur. Il est Hein. mort. Tout à fait. Mais c'est la raison de sa mort. Hein. Il y a le compte-rendu du chirurgien qui l'a opéré. Bon, la raison, c'était un cancer de l'estomac. Mais il disait, mais j'ai jamais vu ça. Il était consumé de l'intérieur, quoi. Il y avait sa gorge qui augmentait de volume. C'était pas du tout un goitre. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le voir. Hein. Encore, il a été filmé, tout ça. Il y a énormément de films sur Ouais. lui, quoi. Et où il explique effectivement tout ça. Et ouais, je pense que c'était une Alors, forme de médium guérisseur. Voilà, quoi. là aussi, j'en reviens, si vous voulez écouter Radio Lotus, hein, lui, il en parle de ça aussi, en disant, dans les années 20, il y a l'ordre des médecins qui s'est acharné sur les magnétiseurs et qui les a condamnés en justice. Enfin, qui les a fait... Et en fait, les magnétiseurs, ils ont intuitivement, sans doute, trouvé une stratégie de défense. Ils ont dit, OK, mais je voudrais faire venir quelques témoins qui vont témoigner en ma faveur. Et donc, dans ces témoins, chacun faisait venir des dizaines, voire une centaine de personnes qui ont été guéries par lui, grâce à lui. Et donc, ça a complètement inondé le tribunal. En fait, ils ne sont pas allés sur le terrain des médecins pour leur prouver que ce qu'ils font, c'est juste. Et c'est d'ailleurs ce qu'essaye de faire Arnaud de Chicourt en faisant des études en double aveugle, avec les rigueurs et tout, où chaque fois il se fait barrer, quoi, comme il l'explique bien, par l'INSERM ou je ne sais qui. Hein. Non, si on montre les résultats en disant, voilà, vous prenez 100 personnes, et c'est d'ailleurs... aujourd'hui, vous avez des milliers d'études médicales sérieuses publiées dans des revues scientifiques à comité de pairs et je ne sais quoi, qui traite sur les questions de spiritualité et la santé. Comment est-ce que une personne qui a des croyances religieuses, ça l'aide à surmonter un cancer, ou etc. Des milliers d'études. Et c'est ça la bonne voie, c'est de dire, ben, on démontre que ça fonctionne. D'accord? Plutôt que d'aller sur le terrain des autres pour dire, ben voilà, c'est un champ électrique, c'est ci, c'est ça. À partir du moment où on démontre que ça fonctionne, il y a la Vox Populi qui vient, et puis là, ils vont être obligés, comme le dit Kardec dans l'introduction du livre des esprits, item 7, si je me rappelle bien,
l'opposition des courts savants. Marc Kardec dit, le jour où on démontrera que ça fonctionne, ils seront tous de dire, ah oui, mais c'est bien sûr. Mais pour l'instant, non, ils sont dans leur, comme on disait, leur dogme, et ils résistent. Et donc, il ne faut pas aller les attaquer dans leur dogme, dans leur croyance intime. Il faut plutôt démontrer que ça existe, démontrer que ça fonctionne. Et c'est le meilleur moyen pour y arriver. Et c'est d'ailleurs, après, j'allais dire, sur un plan purement humain, c'est véritablement problématique parce que, bon, on parlait de Bruno Gröning, mais c'est un peu dans un contexte totalement différent. C'est ce qui s'était passé avec Bernadette Soubirous à Lourdes lorsque le commissaire avait décidé de fermer la grotte pour un trouble à l'ordre public. Et ce que disait Bernadette Soubirous, mais comme l'a dit aussi Bruno Gröning, c'est le problème, c'est que vous arrogez le droit de refuser aux gens la guérison, quoi. C'est ça. Et là, tu auras la Vox Populi qui sera plus forte à la fin, quoi. Ouais. C'est ça. Donc, bon, il faut encore un peu de travail, mais moi, au Brésil, il y a beaucoup de choses. Alors, ce genre d'études dont j'ai parlé, il y a Rupert Sheldrake, il existe des livres, des études transverses qui ont été faites sur toutes ces études-là, et qui sont absolument claires en disant que ça fonctionne. Et c'est pour ça que, notamment aux États-Unis, ou le NHS en Angleterre, ou en Suisse, ou même en Hollande, les systèmes nationaux de santé se réveillent. Pourquoi? Alors, c'est là aussi où il faut les prendre par la corde sensible, qui est le nerf de la guerre, quoi. C'est de dire, regarde, ça marche et en plus c'est moins cher. Et donc, forcément, les portes vont finir par s'ouvrir. Il y a encore de la résistance, mais ça va. Alors bon, Charbonnier, lui, il est peut-être allé un peu trop loin avec sa TCH, parce qu'il a commencé à gagner beaucoup d'argent. Il s'est fait jeter, je crois, par l'ordre des médecins. Bon, maintenant, il est peut-être à la retraite. Mais bon, c'est parce qu'il est peut-être allé un peu trop loin aussi, quoi. Mais non, en faisant ça, par exemple, comme Florence Pousset, là, elle a l'air de le faire de façon extrêmement utile et efficace. Et c'est ça qu'il faut. Arnaud Richard de Chicourt, c'est pareil. Il y a des maladies, il dit, par exemple des verrues ou des, comment il appelle ça, les zonas, ce genre de choses. Il dit, en 2-3 séances, maximum 8-9, c'est réglé, quoi. Alors que les zonas, il n'y a pas de solution médicamenteuse, à ma connaissance, qui résout complètement le problème. Il y a des gens qui se suicident à cause du sauna. Du sauna, oui, parce que ça, selon l'ampleur du sauna, effectivement, ça peut être extrêmement éprouvant. Alors que Richard de Chicourt semble avoir beaucoup d'efficacité dans ce domaine-là. Donc, on préfère avoir une personne qui se suicide, ou on préfère d'avoir un Arnaud Richard de Chicourt qui va la soulager? La réponse est évidente. Et c'est là où il y a une certaine ambiguïté, et voire presque une hypocrisie du monde médical par moment, qui officiellement ne reconnaît pas, mais officieusement font appel. On sait très bien qu'il y a des centres hospitaliers qui font appel à des barreurs de feu, par exemple. Ouais, pour les grands brûlés et tout. Et ça marche même au téléphone. Donc voilà, quoi. Mais il ne faut pas en parler, par contre. Par contre, Arnaud Richard de Chicourt, il dit, à distance, ça ne fonctionne pas, son truc. Un champ électrique, il est local. Le champ électrique s'atténue avec le carré de la distance. Donc, il dit à 3 km, le champ électrique qui est déjà très faible au niveau de la main, il est nul. Il n'a plus aucun effet. Donc, lui, il dit, moi, je n'arrive pas à travailler à distance. Donc, je ne touche pas la personne. Donc, il impose les mains sans toucher, contrairement à la sophrologie. Non, pas la sophrologie. Comment ça s'appelle? C'est une pratique où justement il touche comme ça, c'est des passes magnétiques, mais où il touche. Le nom m'échappe maintenant, mais bon. Le Reiki. Le Reiki, ouais, voilà. Et donc. Le Reiki, on peut le faire à distance. Voilà. Mais enfin bon, la plupart des Reiki touchent les patients. Donc, mais vous voyez, c'est encore une fois le même effet. Vous avez certainement du Reiki électromagnétique et vous avez du Reiki qui a aussi des composantes spirituelles. Vous voyez, c'est tout simplement un nouveau mot
voilà, Après, la question, c'est toujours il y a aussi la question financière. Hein. Donc, nous, les spirites, on fait le choix de jamais demander quoi que ce soit, même pour des passes magnétiques. Hein. Bon, après que les magnétiseurs comme Arnaud Richard de Chicourt se fassent payer, Kardec l'admettait déjà. Hein. Le magnétiseur, il utilise sa science, il utilise ses champs électriques à lui, il n'est pas dépendant des esprits pour le faire. Tout comme le médecin, hein, il n'est pas dépendant, donc qu'il se fasse payer, quelque part, c'est normal. Hein, à partir du moment où il est déclaré à la sécurité sociale, qu'il paye ses impôts comme tout le monde, évidemment. Quoi, hein. Mais nous, spirites, on a fait le choix contraire en disant que on fait le choix de non-vénalité, c'est-à-dire que ni la médiumnité, ni les passes magnétiques, on les fera payer, on les fera jamais payer. C'est un choix, c'est pas une critique contre les autres, on critique les abus, hein, les médiums qui sont des vrais charlatans, qui mentent ou qui manipulent, mais cela dit, le médium qui fait son travail honnêtement, même en se faisant rémunérer, on ne va pas lui jeter la pierre. Charles, moi j'ai fait pendant 10 ans partie d'un groupe de Reiki qui envoyait du Reiki à distance gratuitement. Ah ben voilà, donc on peut les considérer comme des magnétiseurs spirites ou des groupes de prière ou autres. Hein. Ils changent juste le nom. Hein. Si le nom spirit parfois est gênant, les principes qu'il y a derrière, c'est les mêmes. Alors, est-ce qu'ils le font avec des prières, avec des bonnes pensées? Oui, certainement, sinon ça ne fonctionnerait pas. Quoi. Hein? On le fait surtout avec les signes. Les signes du Reiki. Ah oui, oui. Alors je connais un peu moins bien, mais bon, ce que disent les spirites par rapport à ça, c'est que ce qui est le plus efficace, c'est les ondes de pensée qu'on arrive à émettre. Quoi. Hein? Après, les signes, si une bougie vous aide à émettre de meilleures pensées, c'est bien, mais penser qu'une bougie, sans faire des efforts de pensée, fera le travail tout seul, là, c'est non. Hein, c'est l'essentiel. Le spirit apporte une compréhension de comment ça fonctionne. Là, je vous renvoie vers l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 27. Comment fonctionne une prière? Hein, et pourquoi il y a des prières qui fonctionnent? Pourquoi il y a des prières qui ne fonctionnent pas? La prière récitée par cœur, sans être associée à une pensée, l'effet est quasiment nul. Par contre, une prière très courte, inspirée, mais avec une forte pensée associée, celle-là, elle fonctionnera bien. Voilà. Ce que dit Jésus dans un des évangiles, ce qui est rapporté dans un des évangiles, hein, quand il parle de la prière, c'est pas la peine de multiplier les gestes, les mots, les choses comme ça. Voilà. La prière du cœur, la prière toute simple. Voilà. La gestuelle et puis tous les rituels autour, ça sert à rien. Ou pas à grand chose. C'est pour ça que normalement, vous ne voyez pas de bougie dans un centre spirit. Mais encore une fois, une personne qui devant la beauté d'une bougie, d'une flamme, arrive à se concentrer, arrive à s'élever, et ça l'aide à exprimer plus fort sa pensée, laissez-lui sa bougie. Hein, voilà. Bon, ben écoutez, on a un peu débordé du thème. Bon, l'origine à l'intérieur en fait, l'origine à l'intérieur de l'esprit, on n'en sait pas grand-chose. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas complètement ficelé. Hein. Le peu qu'on en sait, bon, ben, ça nous suffit. Hein. Et donc, ça permet d'avancer par rapport à ça. La semaine prochaine, donc, on verra la progression des esprits. Donc là, c'est un peu plus fondamental. C'est la loi du progrès, la loi d'évolution. Pourquoi est-ce qu'on se réincarne? Quel est le but de la vie? Ça répondra à ces questions-là. Voilà. Eh ben, il est déjà abusé un peu. Oula, il est même presque 10 heures. Donc, je vous remercie infiniment. On remercie aussi tous les bons esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui pour nous aider, pour nous inspirer, pour nous faire comprendre toutes ces choses, pour mettre en nous, dans notre mental, toutes ces notions, toutes ces idées qui nous permettront d'avancer, qui nous permettront d'évoluer, de surmonter les problèmes et les difficultés naturelles du quotidien. Voilà, merci à vous, merci à tous. Merci beaucoup. Excellente journée, excellente semaine, et puis à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Charles. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir dimanche. Au revoir. Alors moi, j'ai découvert votre petite femme, Charles.